Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. On est le mardi 12 mars, veille de la diffusion de l'épisode. Et c'est un peu dur, je suis juste de retour du Texas, des États-Unis, et c'est toujours un peu violent de prendre le décalage horaire de 7 heures plus le vol de nuit. Et en fait, j'avoue que je m'étais raté d'ailleurs d'un jour parce que pourtant c'est pas la première fois que je rentre, mais j'avais décalé d'un jour parce que souvent on décolle la veille de la date d'arrivée. Bref, c'est pas je vais vous faire un petit point vite fait Texas avant de démarrer, mais aujourd'hui, pour info, épisode avec Eddie Aloha. Eddie, on s'était déjà rencontrés dans plusieurs événements, il organise des événements et il a été chasseur immobilier, il va nous expliquer comment trouver des biens off-market, comment il a fait pour trouver des biens en off-market quand il était chasseur immobilier et maintenant comment il organise des événements, comment trouver des lieux, comment faire en sorte que un événement se déroule pour le mieux, aussi sa vision d'entrepreneur et aussi comment limiter les coûts, très important quand on organise des événements. Pour en avoir déjà organisé, les coûts, ça, on n'a pas, quand on est client, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on est organisateur, les coûts, elles ont tendance à s'accumuler. Donc voilà, on va voir tout ça avec Eddie aujourd'hui. Il m'a indiqué, parce que l'épisode, je l'avais enregistré, je savais justement que je serais absent quelque temps, il y a un peu plus d'un mois. Donc Eddie m'a indiqué qu'il va organiser 2 voyages au Brésil supplémentaires. Donc moi, j'avais été avec lui et je ne peux que vous le recommander l'année dernière. Donc ce sera en novembre 2024 et février 2025. Si vous voulez le contacter par rapport à ça, c'est tout à fait gratuit que je vous partage cette information. Je ne suis pas du tout commissionné sur le sujet. Mais voilà, si vous voulez, donc vous allez voir, il nous donnera son compte Instagram, Eddie Aloha, ou alors vous m'écrivez bye bye patron, puis je vous renvoie vers chez lui pour justement si vous êtes intéressé par l'événement au Brésil, il sait bien comment faire et on s'amuse bien. Puis quand on est entre investisseurs ou entrepreneurs, c'est toujours très enrichissant ce type de voyage. Et en plus, voilà, il connaît très bien le pays, il a habité là-bas et il parle portugais, ce qui est quasi indispensable si on veut communiquer avec les locaux. Sinon, je suis rentré du Texas, c'était incroyable, pas du tout comme quoi quand on voyage, c'est justement un peu, on se débarrasse des idées reçues qu'on peut avoir sur un pays. Je m'attendais à avoir que des cow-boys et des grands espaces. En fait, il y a 4 ou 5 parce que les villes, il y en a 2 qui sont plus ou moins une des 13 plus grandes villes des USA qui sont au Texas, dont Houston, c'est la 4e plus grande ville, donc plus grande que quasiment toutes les villes que vous pouvez avoir en tête, Washington, Seattle, etc. Donc super intéressant, région, c'est super sûr, c'est super propre, il y a des super grosses voitures, on voit il y a beaucoup d'argent dans ce pays, enfin dans cet État. Donc j'avais déjà été, je pense que c'était la 4e fois que j'allais aux USA. Ce que je voulais vous raconter, c'est en fait à quel point on sent la liberté et en fait on a peut-être un peu tendance, vous savez, le podcast c'est immobilier, liberté, gros billets et on a un peu tendance, je pense quand on est français européen, à de plus en plus en fait là, je trouve que notre liberté elle est en train d'être mangée. Alors les leçons que j'ai retenues qui font pour moi que les USA c'est vraiment un pays libre. Alors bien sûr, on pourra débattre de tous les mauvais côtés des USA si vous le souhaitez, mais d'un point de vue peut-être des leçons qu'on peut en tirer pour au moins être vigilant à ça et puis qui sait améliorer notre quotidien. J'ai noté quelques leçons que j'ai retenues des USA. Et c'est des choses qui m'avaient pas forcément marqué les autres fois où j'y étais, alors que pourtant j'y étais il y a vraiment pas longtemps pour la dernière fois. Donc ce que j'avais noté, c'est que souvent il y a des vitesses conseillées sur l'autoroute et c'est pas des limites de vitesse, notamment quand il y a des virages. Donc je trouvais ça assez frappant par rapport aux limites qu'on peut avoir et tous les radars. J'ai fait 2000 kilomètres sur la route, j'ai vu aucun radar. Euh, et j'ai vu quelques policiers, mais ils faisaient pas de contrôle de radar. Alors que c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'on va tout le temps se prendre la claque du radar dans la figure, qu'en fait on joue énormément sur la distraction des gens, notamment avec les radars automatiques. Là, j'en ai vu aucun, donc c'était très agréable. Ensuite, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est dès que je suis arrivé, j'ai été faire un tour à cheval, et en fait, on pouvait oui, en mode cow-boy quoi. On pouvait choisir si on voulait mettre un casque ou non, donc une bombe. Donc il y avait écrit est-ce que vous voulez mettre un casque?
Donc tu dis oui, et sinon c'était j'ai plus que 18 ans, je suis conscient des risques et je ne mets pas de casque. Donc je trouvais que ça, là où nous on a tendance un peu à tout nous imposer, je trouve ça très intéressant. Ensuite j'ai noté, bon, forcément je suis allé tirer pour tester avec des armes à feu. Bah, c'est le Texas, quoi. Donc je suis allé tirer, super intéressant. Enfin, de toute façon, la mentalité incroyable. Pour vous raconter un petit moment, j'étais avec un ami qui est un peu plus âgé que moi, et lui, il a fait son service militaire. Et quand donc c'était un magasin en fait, d'armes, et quand il a dit est-ce que vous avez déjà tiré, donc moi j'avais déjà tiré quelques fois, mais ça faisait longtemps, ça faisait peut-être 5 ans que j'avais pu tirer. Et puis mon ami, lui, il avait fait le service militaire encore. Et donc quand il a dit c'était juste un vendeur de voilà d'armes. Il lui a dit ouais, j'ai fait le service militaire. Le gars direct il s'est arrêté. Il a dit merci pour merci pour votre service. Alors il a dit ouais non mais c'était pour la France. Il a dit non mais merci pour ton, on est dans le même camp. Merci pour ton service. Enfin c'était incroyable. Mais en tout cas c'est pas pour ça que je voulais vous en parler. C'était qu'on pouvait emmener si on voulait ses enfants, enfin des gens de moins de 18 ans. Pareil, bah en fait on signe une décharge et on dit bah je viens avec mon enfant, je le garde sous ma responsabilité, j'y ferai très attention. Mais voilà, c'est pas quelque chose interdit ou non. C'est si on veut. Alors, c'était pas enfant, c'était écrit moins de 18 ans si on est avec des mineurs. Voilà, il faut bien les tenir. Mais je trouvais ça assez fou qu'on puisse. Enfin, c'est vraiment pour moi la preuve un peu de la liberté, de la responsabilité de chacun. Donc, aux USA, c'est ça, hein. Par exemple, j'ai eu un chauffeur Uber qui était afghan. J'ai un peu parlé avec lui. Il était arrivé en 2017 et puis il m'expliquait qu'il était en train d'acheter une maison à 550 ou 600 000 dollars. Bon, bien sûr, il m'a expliqué, on a parlé un peu des prêts bancaires et tout, forcément. Mais voilà, c'était travailler beaucoup. Alors chacun peut avoir son avis, mais un Afghan qui serait arrivé en 2017 en France, je suis pas sûr qu'il aurait pour projet d'acheter une grosse maison à 600 000 dollars en France, voilà, ou en Europe ailleurs. Donc bien sûr, il y a des mauvais côtés. Il y a, c'est pas la peine de faire la liste, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression, et tous les gens à qui j'en parle, ils ont un peu, enfin en tout cas, qui sont un peu avec qui j'ai des bonnes relations. Et ils ont tous un peu le même discours quand je leur ai montré les photos, ce que j'ai fait, que je leur ai un peu raconté. C'est en Europe, on a tendance en fait à diaboliser les USA, peut-être pour cacher la différence qui est énorme, la différence de niveau de vie. Enfin vraiment, c'est énorme ce qu'on peut voir. Alors bien sûr, il y a des plus riches, il y a des plus pauvres, mais c'est vraiment, on voit qu'il y a un écart énorme entre en tout cas la France et puis là le Texas. Et puis en plus c'est pas non plus j'étais pas non plus à New York ou à Los Angeles, San Francisco, des villes qui sont peut-être privilégiées économiquement. Bon là on est dans une région qui est riche, mais en tout cas ça crée écart. Et voilà, c'est à se demander pourquoi il y a une telle dissonance entre ce qu'on peut entendre dans les médias et puis ce qu'on voit en réalité. Sinon voilà, c'était des super j'ai fait 1 million de choses, mais je suis pas là vraiment pour vous raconter ça. Ah, et le dernier point que je voulais vous dire, c'était en fait, donc j'ai visité à Austin, qui est la capitale du Texas. J'ai visité le Capitole, donc c'est un peu comme un Sénat slash Assemblée nationale, mais à l'échelle de l'État. C'est quand même un État d'environ 31 millions d'habitants. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'était, alors qu'aux États-Unis, quasiment tout est payant, là, le parking gratuit, l'entrée gratuite, pas de besoin de réserver ou quoi. Vous pouvez accéder à la Chambre des représentants, là où ils votent, la salle vraiment où ils sont. Vous pouvez avoir un tour gratuit. Et en fait, c'est vraiment l'idée que ça appartient au peuple, que il paye déjà assez d'impôts, alors qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu au Texas, hein. Mais de ce que j'ai pu lire, ça, j'ai pas demandé confirmation, mais c'est ce que j'ai pu lire. Mais en tout cas, voilà, c'est la maison du peuple, entre guillemets. Vous pouvez y aller et c'est gratuit, il n'y a pas à payer un supplément ou que sais-je. Et aussi, c'était assez intéressant, l'Assemblée, ils se réunissent que 140 jours tous les 2 ans. Donc ça montre aussi peut-être que bon, on n'a pas besoin de qu'on nous ponde des lois à tire-larigot. Voilà, l'État, si vous voulez, vous regardez le PIB par habitant au Texas et en France, et puis on verra un peu à quel point peut-être les règles à l'infini, elles ont peut-être
plutôt tendance à être délétère, même si, bien sûr, l'État veille sur nous. Mais en tout cas, il y a vraiment un sentiment de liberté aux US que on trouve plus du tout, je trouve, dans en France, même si, bien sûr, il y a des pays où c'est pire. Mais nous, on veut aller toujours vers le meilleur, vers une vie plus riche, une vie en ligne avec ses envies. Et dernier point que je voulais vous faire, c'était, je vous avais partagé que j'avais fait une vingtaine de visites, je sais plus exactement, en un week-end. J'avais envoyé des offres et voilà, il y en a une qui est passée, une offre à moins 20% du prix affiché sur un bien sans travaux, une ancienne défisque. Donc je pense que je vais payer à peu près un tiers du prix de ce qui avait été payé initialement. Bah voilà, j'ai eu plusieurs refus. J'ai appliqué des super bonnes techniques que je vous explique bien sûr dans ma formation négocier pour faire des gros billets. Vous pouvez toujours y souscrire. Vous allez sur mon site grosbillets.com. Elle est pas chère, elle peut vous faire gagner ben voilà, moi 20% sur le prix d'un bien. Ça ça doit faire un fois 1000 par rapport ou même plus par rapport au prix du programme. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, négocier pour faire des gros billets, vous pouvez aller sur mon site grosbillets.com. Et en fait, le dernier point, c'est sans m'en rendre compte, quand j'étais en vacances, on a fêté les 3 ans du podcast, 3 ans que je sors un épisode par semaine minimum. On est à 162 épisodes, j'ai vu. Donc, ça, c'est toujours un grand plaisir de vous accompagner. Parfois, ça demande des contraintes de calendrier comme aujourd'hui où, voilà, j'avais plutôt envie de me reposer que de faire ce petit montage intro postage. Mais je suis toujours super ravi de être dans cette quête justement de l'immobilier de la liberté et des gros billets avec vous tous. Et merci pour le soutien. J'ai eu pas mal de retours sur l'épisode de Hong Kong, des personnes qui ont habité. Merci à vous et puis des personnes qui sont très intéressées. Euh, c'est souvent des sujets, je sais pas exactement s'ils seront bien reçus ou non. J'essaye justement de faire un peu autre chose que les autres, les podcasts de mes confrères, hein, que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, j'essaie justement de pas faire du copier-coller de ce qu'ils font et notamment avec des épisodes avec des invités à l'étranger. Donc, il a beaucoup plu l'épisode. Merci à vous pour les écoutes, pour le soutien et on attaque. On se retrouve de l'autre côté avec Eddy. Bonne écoute à tous. Et bonjour, bonsoir. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Aujourd'hui, on est avec Eddy. Salut Eddy, comment ça va? Salut Thibaut, enfin. Le Covid, les annulations, il nous est arrivé 1 milliard de galères. Mais là, on y est. Et ben, ça me fait trop plaisir aujourd'hui. Ben, on est avec Eddy, pour ceux qui le connaîtraient pas, qui est Eddy Aloha. Euh, on va parler, ben voilà, d'un futur ensoleillé, d'un quotidien ensoleillé, et bien plus. On va parler également off-market, entrepreneuriat, se lancer, comment faire des événements, notamment sur Paris Ouais. à moindre coût ou en tout cas sans se ruiner. Écoute Eddy, pour commencer, j'aime bien, tu peux te présenter rapidement et puis j'aime bien que les invités ils racontent une petite anecdote qui a pu leur arriver dans leur vie d'avant, dans leur vie avant l'épanouissement professionnel, peut-être soit un stage que tu as pu faire ou soit toi tu étais assistant administratif, non je crois, enfin un bon boulot Ouais, qui fait pas envie. ouais, j'en ai fait des jobs, déjà, bonsoir à tous. Je m'appelle Eddy, j'ai 35 ans, bientôt 36. Et ouais, le temps passe vite. Oui, oui. Bon, j'ai toujours 25 dans ma tête. C'est le principal. Je suis le fondateur d'Allo Event, une société qui est spécialisée dans l'événementiel professionnel. Et en parallèle, j'ai une vie, somme toute bien remplie de voyages, remplie de multiples fonctions dont on parlera. Et aujourd'hui, voilà, ma vie, c'est de faciliter la vie aux gens. Ok. Donc Un voilà. bel objectif. Ouais, exact. En anecdote, j'ai fait tellement de boulot dans ma life. Bon, allez, pour changer, on va pas forcément parler de travail dans l'immobilier. Mhm. On va parler je vais parler d'un de mes jobs d'été, mais qui résonne pas mal avec qui je suis aujourd'hui. Et l'un de mes premiers jobs, c'était à Roland-Garros. Et alors à Roland-Garros, moi, j'étais pas tennisman, j'étais loin de ça, puisque j'étais vraiment en bas de l'échelon, puisque j'étais ce qu'on appelle technicien de surface, entre guillemets, voilà, éboueur. Ok. J'ai commencé en tant qu'éboueur à Roland-Garros pour une mission, pour un grand groupe, pour une mission d'intérim.
Et donc c'est un grand village, Roland-Garros, et c'est assez drôle. Et donc t'as toujours une soirée qui est organisée pour tout le Le tout le staff. personnel, ouais, pour tout le staff. Euh, donc à Roland-Garros, je m'étais lié d'amitié, c'est un grand mot, mais j'avais bien sympathisé avec Gaël, mon fils. Ok. Gaël, mon fils, il a 1 ou 2 ans de plus que moi. Bah, lui, il était sur le terrain, donc voilà, Mm. c'était un peu le, Les deux côtés de la chaîne voilà, les alimentaire, deux ouais, côtés de voilà. la chaîne alimentaire, mais alors pour le coup, super, super sympa. Et donc il y a cette soirée du personnel, et donc il y a le personnel et les joueurs aussi qui vont. Ok. Et je me rends à cette soirée, et on me dit que non, que tu ne peux pas rentrer puisque en fait j'étais intérimaire pour cette grosse boîte. Donc, Ok. et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là où je me fais recaler, en plus moi, tu sais, j'avais mis mon dernier costard, Mm. j'étais dans le costard du grand frère, et et il y a Gaël, mon fils, qui passe à ce moment-là. Et en gros, on dirait une histoire de charge de mytho, mais ça c'est vraiment arrivé. En gros, Gaël, mon fils, me reconnaît. Il fait, oh, mais ça va. Je fais, ah, ouais, mais ça va, mais on me laisse pas rentrer. Je fais, ah, ouais, c'est bon, laissez-moi rentrer. En gros, je suis rentré avec Gaël, Ah mon fils. ouais, punaise, la Mais, classe. mais en gros, la moralité, c'est, voilà, j'ai toujours essayé de donner une bonne impression aux gens, et du coup, ça m'a aidé. Bon, là, en l'occurrence, c'était pour rentrer en boîte, c'était pas, Mm. c'était Eh ben ouais. pas un truc, mais Trop donc, intéressant parce que nous, en fait, on s'est surtout connus au Brésil il y a presque un an. Et en bon, plus, moi, je me suis fait refouler du carnaval parce qu'il y exact. avait tout un micmac d'un agent de sécurité qui va faire rentrer puis ressortir et on n'avait plus de tickets. Et grâce à toi, tu vois, t'as rendu au karma ce qu'il t'a apporté parce que tu nous as envoyé un ticket par WhatsApp et ça nous a permis de rentrer dans ce carnaval de Rio. Donc, tu vois, voilà, c'est comme ça. On prend, on donne, on prend. Oui. Exactement, Merci, merci sacrée, au karma. sacrée histoire, mais Yes. ouais, c'est vrai que j'y crois beaucoup à cette histoire de karma, surtout que, bon. Et en plus, derrière, c'était une très très bonne soirée. Ah ben voilà. Donc voilà. Donc voilà. Ok, super. Bah écoute, pour attaquer un peu, on va passer pas mal de temps sur Aloha, sur ce que tu fais maintenant. Mais tous mes invités, j'ai eu même des coachs en sommeil, par un coach en sommeil. Ils ont tous un lien avec l'immobilier. Nous, la première fois qu'on s'était vu, c'était à Bordeaux, au salon de l'immobilier, il y a Ouais, bien 1 an et demi, 2 ans. ouais. Euh, Bah, tu pourrais nous raconter peut-être, t'as été chasseur et t'es investisseur. T'as commencé par quoi, la chasse ou l'investissement? Alors, j'ai commencé par l'investissement. Alors, avant ça, j'ai fait j'ai eu multiples emplois dans l'immobilier, notamment dans la gestion, voilà, assistant administratif, syndic, gestion locative, gestion technique, bref, en gros, voilà. J'ai pas mal, j'ai pas mal bossé dans le secteur avant de devenir chasseur. Et en fait, l'investissement immobilier m'est arrivé juste purement par hasard, sous recommandation de ma mère qui voulait que j'achète ma résidence principale. Et donc j'ai acheté cette résidence principale. Bon, je la fais courte, mais j'ai commencé à la louer sur Airbnb parce que je partais beaucoup en voyage. Ça a bien marché. Du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un filon. Et donc voilà, j'ai acheté un, puis après j'ai acheté l'appartement de mon voisin, puis après j'ai acheté dans d'autres villes. Donc voilà, au total 7 lots. J'en avais 8 au plus haut, là j'en ai 7 aujourd'hui. Donc 7 deux pièces, tous en Ouais. meublé. Voilà. J'ai Bah, pas, top. je suis pas dans la multi-stratégie. Je fais ce qui me coûte le moins de temps. Mhm. Et donc le meublé, c'est ce qui me coûte le moins de temps. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par Airbnb, mais aujourd'hui, voilà, je suis dans du purement passif. Il faut que je passe le minimum de temps sur mes appartements. C'est un peu la stratégie que j'ai voulu mettre en place. Et ouais, ensuite, à l'époque, bon, le CDI d'assistant me permet d'avoir des crédits. Puis je deviens agent immobilier, donc à mon compte. Et ouais, et là, je continue, j'ai réussi malgré tout à emprunter. J'ai du crédit conso, via l'association. Voilà, je suis un peu, On fait comme j'adapte on trouver peut. des. Ouais, on fait comme on peut, on trouve des solutions et pour le coup, ouais, donc voilà. Donc aujourd'hui, j'exploite des appartements uniquement dans le 93. Voilà, que des deux pièces, voilà, qui vont Ok. de 20, le plus grand fait 40 mètres carrés. Et, euh, et voilà. Donc c'est une des zones dans lesquelles bon, le tension locative elle est à son comble, donc très peu de mouvements, beaucoup de jeunes, soit des étudiants, soit des gens qui viennent de commencer dans le monde du travail. Mais honnêtement aujourd'hui l'immobilier voilà, j'y passe très peu de temps Mhm. sur mes appartements. Bah, c'est le but, hein. C'est le but. C'était aussi Ah, la stratégie que j'avais, c'était
prendre des lots, si possible sans trop de travaux ou alors vraiment max un mois de travaux et puis enquiller. Et c'est vrai que la longue durée, bah ça se passe bien en général, hein, on entend assez peu parler. De temps en temps, t'as un dégât des eaux une fois par an ou un petit truc comme ça, mais sur 10-20 lots, ça va, on accepte. Ok, top. Et tu peux donc c'est tout dans le 93. Toi, t'es né à Paris, t'as toujours habité à Paris, c'est ça? Ouais, je suis Paris Nord. un pur parisien, ouais, Paris Nord, Nord-Est parisien, donc j'ai grandi dans le 19e, je suis un mec du 19. Voilà, j'ai grandi dans le 19e, donc quartier très très populaire, j'ai grandi avec ma mère et mon frère. Euh, et donc, ouais, c'est ce que j'explique, c'est que moi, j'ai passé ma vie dehors et en fait, depuis tout petit, je me fais un réseau qui a peut-être 30 ans, puisqu'il y a des gens que je connais depuis plus de 30 ans. Voilà, à l'époque, on traînait pas mal dans la street et voilà et donc, bah, au final, ça m'a aidé au final Yes. pour me développer et l'idée, c'est toujours de trouver quelque chose à faire. Voilà, C'est vrai qu'on compound là, on fait des intérêts composés du réseau bien jeune quoi. Moi, mon gestionnaire locatif, je l'ai connu quand j'étais adolescent. Mon banquier principal, on était en cours ensemble. Voilà, ça fait du réseau mine de rien. On s'en rend pas compte, c'est pas trop ce que ça va devenir et puis on le fait pas pour ces raisons. Mais après, évidemment, on connaît tout le temps quelqu'un ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah, c'est clair, Et, oui, c'est clair. donc c'est top. C'est vraiment la création de lorsque je me suis mis à l'entrepreneuriat que j'ai vu que en fait, bon, les gens que je connaissais, c'était pas juste des connaissances, c'était des gens qui avaient un savoir-faire, qui avaient soit bien des établissements, mais du coup, bah voilà, on se connaît dans la vie perso, mais j'aime bien le fait aussi d'aider les gens dans ce qu'ils entreprennent. Mm. C'est vrai que c'est une bonne, on peut en parler dans l'immobilier, c'est une bonne, enfin, quand tu investis quand même vers chez toi, ou là où t'es né, ou là où t'as étudié, bah c'est hyper utile. Parfois, il y a des personnes qui sont nées dans des zones qui sont plus ou moins propices à l'investissement immobilier, mais c'est pas idiot de d'abord privilégier ça. C'est ce que j'ai fait moi, et puis j'en suis très content parce qu'au final, tu connais toujours quelqu'un ou même des amis de tes parents et tout qui pourraient t'aider. Alors que quand tu vas dans une zone nouvelle, peut-être qu'elle est plus attirante d'un point de vue Ouais, non, mais c'est clair, rentard mais et tout, mais là, t'as tout à faire et c'est plus compliqué. c'est marrant ce que tu dis parce que moi, c'est ce que je fais comprendre à mes locataires lorsque je les mets dans un appartement. Bon, en toute bienveillance, mais tu sais, des petits messages un peu subliminaux. Voilà, en gros, bah, voilà, s'il y a quoi que ce soit comme problème, j'habite juste à côté, donc voilà, je peux très vite intervenir. J'ai de la famille dans le secteur, voilà, et faire comprendre que voilà que le propriétaire est là. Voilà. Ok. Alors que peut-être que si j'étais ailleurs et que les locataires qu'on sait que j'habite là, peut-être que ça lui tendrait un peu plus la Ouais. perche de vouloir m'enquiquiner. Mais ça, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours fait. Par contre, c'est vraiment, genre, c'est moi qui donne les clés. Yes. Je regarde dans les yeux, tout se passe bien. Ouais, mais de toute façon. Et tout s'est toujours bien passé. Aujourd'hui, je suis dans le 93. Euh, j'ai investi depuis maintenant 2014, donc ouais, 10 ans. je me rends compte, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans et zéro impayé. Yes. Donc zéro Et, impayé. et c'est marrant parce que t'as eu je vais vous l'avouer, je vais faire une confession. Là, on est lundi, je reviens d'un week-end où en fait, j'avais réservé un appart sur, sur Booking. Petit conseil, quand tu fais une fête, réserve sur Booking parce que les autres, ils te notent pas, alors que sur Airbnb, ils te notent quand toi, t'es voyageur, quoi. Et je savais très bien qu'on serait plus que prévu. Et donc, et en fait, j'ai vu dès le départ que l'appartement, il était pas mal, mais il était trop mal géré, tout à distance. En plus, les gens, ils parlaient 10 000 langues. Je suis sûr que c'était un truc presque une conciergerie internationale. En tout cas, bah, c'était pour 8 minimum. On s'est retrouvé à 14-15 dans l'appartement. Et moi, j'étais trop content. Il y avait que des boîtes à clés. Enfin, j'étais quasiment sûr que personne viendrait, que en gros j'aurais aucun contact avec le propriétaire, et du coup alors bien sûr on n'a pas tout cassé, hein, on a fait attention, mais c'est arrivé exactement ce que tu dis quoi. En gros moi j'étais là, de toute façon tu trouves pas d'appart pour 15, donc on va en prendre un grand et puis on fera venir les gens comme on peut, et puis si possible ben si c'est géré comme ça à distance, et ben on arrivera à s'arranger. Donc voilà, c'est important, si vous voulez pas que les gens ils débarquent à 15 chez vous, faites La, donnez bien les clés, la faites face bien cachée comprendre. de la face cachée de Thibaut qui Et va ouais. organiser des grosses soirées. Et ben voilà, c'est ça.
On fait comme on peut, on s'amuse comme on peut, on s'amuse un peu tout le temps. Ok, on va peut-être partir sur juste comment t'as la partie donc investissement et aussi chasse immobilière, les deux, tu l'as fait dans le 93 et puis ensuite on enchaînera sur ton activité d'événementiel. Comment tu viens du nord-est de Paris, j'ai déjà été à Paris dans ma vie. C'est pas si loin du 93, j'ai même déjà pris l'avion là-bas. Hein. Ouais. Mais comment voilà, en plus c'est une zone, on le sait qui peut être compliquée. Comment tu t'as axé tes recherches? Comment on sait si un quartier il est mieux que d'autres? En général, quand c'est dans des clips de rap, on essaie d'éviter Aulnay-sous-Bois, Ouais, Aubervilliers, tout ça. ouais, Euh, ouais. Donc, co- ouais. comment on le cherche 80. dans une zone? Tu connaissais déjà le 93 avant d'y aller pour investir? Ouais. Comment t'as checké un peu le Alors, ratio? alors, moi, j'étais spécialiste du 93. Alors, il faut savoir que le 19e arrondissement est limitrophe au 93, aux villes de Pantin, Aubervilliers. Et en fait, je connaissais, au-delà du 19e, je connaissais vraiment tout le secteur qui était autour. C'est un peu les rues de ma vie. Ok, C'est un peu les rues de ma vie. Et c'était marrant parce que lorsque j'ai commencé à être agent immobilier, je voulais l'être sur Paris. Mais sur Paris, c'était mort de chez mort. Et du coup, j'avais juste fait passer le périph. Et là, autre marché, autre opportunité. Donc moi, j'étais spécialiste vraiment à la Nationale 2. Et en gros, t'as 5 villes qui commencent autour de cette zone. Alors, je n'étais pas spécialiste de tout le 93 parce que c'est un énorme département. Voilà, t'as vraiment tout type de secteur, mais un peu comme ce que je fais aujourd'hui, j'aime bien me spécialiser sur une zone. J'aime bien être le patron d'une zone. ok, Et donc en gros, t'avais 4-5 villes que je connaissais parce que j'avais passé ma jeunesse, j'y connaissais des gens, j'avais déjà un réseau sur place, voilà. L'épicier du coin, c'était l'oncle à mon pote, il savait tout sur tout. Et donc en fait voilà, un peu comme dans ma vie professionnelle, j'ai toujours voulu faire les choses que je connaissais, et donc je connaissais le 93, donc il fallait que j'y aille. C'est pas si difficile que ça. C'est clair que ça il y a une connotation un peu négative lorsque tu parles du 93, mais en fait, t'as un peu de tout. T'as un peu de tout. Ce qui fait parler, bien sûr, c'est les mauvaises nouvelles, mais il y a énormément de bonnes choses et de bonnes personnes qui y habitent. Et ça, je le savais depuis tout petit. Et donc, je me suis dit, bon, s'il y a moyen d'aider ces gens-là, c'est le moment ou jamais. Et si aussi je peux aider les gens à investir et à les rassurer sur le fait que le 93, c'est pas si terrible que ça, let's go, en fait. Et donc, ouais, j'ai commencé en tant qu'agent immobilier, puis après chasseur, parce que pour le coup, en région parisienne, il y avait de vraies anomalies de marché sur ce département, du fait de la proximité avec Paris, des transports qui sont quand même bien présents et des zones qui sont pas forcément méga bétonnées. Et donc voilà, donc j'ai décidé de faire un peu faire ce que je sais faire en fait. Je voulais pas m'inventer agent Hmm. dans le 92 ou à Versailles. Voilà, j'ai grandi, j'ai un gros background et il fallait que je le mette à profit. Donc j'aime pas m'inventer de rôle et donc il fallait que j'aille là-bas. Et ben ça a bien marché, ça a bien marché. J'ai fait cette activité chasse plus agent immobilier 6 ans. ok. Voilà, donc des gros billets à tout va. J'ai fait quelques opérations avec des promoteurs qui m'a bien aidé. Donc t'as toute la commercialisation de l'immeuble, ça? Alors non, en fait, moi je trouvais les terrains. Alors j'avais la commercialisation derrière, mais en fait, moi je trouvais les terrains. Mais en fait, lorsque j'avais 2-3 amis qui étaient promoteurs, mais en fait, je savais où est-ce qu'il fallait chercher. Et en gros, tu as une zone où tu as quelques pavillons. Le PLU permet de monter jusqu'à 6 étages, donc eux ils font vite leurs calculs, donc font ok. Hmm. En gros, j'ai un budget de temps pour ces 4 pavillons. Et limite parfois tu venais directement avec des offres. Ok. Euh, Vers les et pavillons. ouais, tu vas voir les propriétaires et et voilà. Donc ça c'était une belle niche que j'exploitais. Mais ce qui m'a vraiment aidé en tant que chasseur immobilier, et si c'est quelque chose qui peut être utile pour des gens qui sont agents ou chasseurs immobiliers, c'est vraiment de s'incruster pas s'incruster, je vais pas dire s'incruster, mais s'infiltrer dans des communautés. Donc moi, il s'avère que je suis d'origine
tunisienne, et il y a une grosse diaspora tunisienne qui était installée dans le 93. Et en gros, mon job, c'était de devenir l'homme de confiance. Donc, j'étais jeune, j'étais d'origine tunisienne. Les gens, il y a quand même cette envie d'aider entre guillemets la communauté. Et donc, en gros, j'étais devenu un peu l'homme de confiance de toute la diaspora tunisienne sur mon secteur. Et j'ai aussi réussi à à devenir l'homme de confiance des Bangladais. Ok. Des Bangladais, il y a des Bangladais une grosse communauté bangladaise, et les mecs ne parlaient très très peu français, comprenaient très très peu les règles. Donc en gros, tu passais un peu de temps avec eux. Donc c'est une communauté aussi qui est anglophone, donc sachant que je parle anglais, ça m'aidait pas mal. Et donc voilà, donc en gros, je te devenu un peu l'homme de confiance. Et puis là, pour avoir des biens off-market, bah, c'est la truc. Ah, mais il y a mon oncle qui a ça. Ah, il y a le cousin de ma femme qui a ça. Ah, c'était un truc de fou, ça. Ok. Et donc voilà, j'ai toujours eu facilement la capacité à trouver des biens off-market, de par ça, en fait. Ok, parce De que par, t'es rentré dans la communauté, mais ouais, c'est voilà. ça, c'est trop intéressant. Et du coup, Ouais. les villes, c'est dans quelle ville que t'étais principalement? T'as parlé de Alors ça. moi, alors ouais, il y a Aubervilliers, Pantin, La Courneuve, t'as Le Bourget, où j'ai commencé à acheter. Et c'est ces quatre villes principales, et t'avais un peu Saint-Denis que j'exploitais un peu. Donc Ok. là, t'es vraiment sur le nord-est. C'était des villes dans lesquelles le prix au mètre carré était vraiment. En fait, tu passais le périph, le prix était divisé par trois. Ok. Mais les loyers n'étaient pas divisés par trois. Bah, c'est ce qu'on cherche toujours, hein. C'est ça un peu là. Et voilà, après, tu as des zones quand même sur lesquelles il faut faire très attention. Tu as énormément de problèmes sur les copropriétés. Voilà, c'est pas tout rose non plus. Il y a un Quoi, problème Grigny, c'est dans le 93, ça? Ah non, Grigny, c'est le 91, mais... Ok. Non, mais je sais que c'est connu pour la COFO, la plus endettée de France, là. Je sais pas, Ah, Grigny mais 2, là. ouais, ouais, non. Grigny, c'est Grigny la Grande Borne, c'est ça, je pense. Je Ouais. crois que c'est la Grande Borne. Non, ça c'est le 91, c'est banlieue Ok. sud. Yes. Banlieue sud, mais ouais, dans le 93, bah voilà, t'as Aubervilliers qui avait une très mauvaise réputation. Et en fait, bon, je parle à l'époque, hein, mais en fait, t'as Aubervilliers qui était entre Saint-Denis qui montait pas mal, et Pantin qui aussi montait. Donc, moi, je me suis dit, bah, attends, Aubervilliers, ça reste quand même pas cher. Et oui, quelques années plus tard, ça m'a donné raison puisque ça a bien augmenté. Ok. C'est à cause de Tandem. Tu connais le groupe Tandem. Ouais, Tandem, C'est eux qui ont McTayer. maintenu des prix Exact. bas à Aubervilliers. Exactement. Fort. D'ailleurs, tu peux les croiser, hein, c'est vrai. Hein, tu peux vraiment les croiser. J'ai vraiment croisé McTayer. Ok. Donc ouais, rentrer dans les réseaux, bah c'est super important. Bah on le sait. Et puis ah ouais, Ouais, quand t'as ouais. des points communs avec les gens, ça Mhm. aide, ça aide Ça aide. vachement. Ça aide, mais avant toute chose, avant les points communs, avant tout ça, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'être écoutés. Donc, c'est vraiment l'écoute qui va faire la différence avec un bon agent et un mauvais agent. Voilà. Le mec, même s'il dit que la Terre est plate, tu sais, il faut quand même l'écouter. Il faut pas, Mhm. tu vois, Yes. enfin, c'est fou, mais voilà, et le non-jugement, tu vois, prendre un peu de recul. Et après analyser la situation et leur expliquer bah voilà comment ça se passe en France, parce qu'il y a il y a des règles, et on essaie aussi de les protéger, puisque bah, un client, l'avantage c'est qu'un client satisfait, ça peut te faire 10 derrière. Mhm. Et c'était vraiment ça ma force, c'était vraiment être à l'écoute auprès des gens qui en avaient besoin et qui n'avaient pas forcément de références en la matière, en tout cas dans l'immobilier. Yes. Et quand t'es loueur, c'est surtout si t'as un immeuble dans des villes étudiantes. Moi, quand j'étais étudiant à Strasbourg, je me rappelle, il y avait des gens qui venaient d'autres pays, et en fait, t'allais dans leurs immeubles, et en gros, tout l'immeuble, des gars Ouais, de ce pays, parce qu'en fait, ils se passaient les contacts entre eux. Quand ils partaient, bah, il y avait la petite sœur de un tel, surtout des pays limitrophes qui venaient. Bah, tu peux avoir un immeuble, il y avait peut-être que des Belges, parce que voilà, il y en avait un, il avait trouvé, et puis du coup, il avait dit à son pote, bah vas-y, allez, il y a l'appart en dessous qui est alloué, et puis après quand il partait, puis après il y avait des fêtes, et puis tout bah, t'as ouais, bien sûr. bien et tout, donc Et hyper. ouais, oui, non, mais alors, après, la communauté en l'occurrence tunisienne, c'est des mecs qui avaient ils avaient construit énormément d'immeubles en fait Ouais. dans les années 80. Ils Mm. achetaient des parcelles. Non, franchement, t'en avais un, il payait pas de mine, il était quand même assis. Ouais, il payait l'IFI déjà. Alors déjà, alors ils sont aussi très mal accompagnés fiscalement puisqu'ils font tout à l'envers.
Donc ça, c'était une autre palette que je leur offrais aussi. Je leur expliquais, bah voilà, comment, comment sauver des gros billets. Mais, euh, mais les mecs, non, il y a vraiment énormément de gens qui se sont bougés dans les années 80, qui vendent aujourd'hui. Et bah, ça fait plaisir à voir. Et du coup, ça te ramène énormément de leads d'appartements. Ok. Et derrière, j'avais plus qu'à mettre en relation avec des clients. Et puis let's go. Ouais, puis peut-être le point que t'as, enfin, tous les immigrés des années, enfin, surtout les parents des gens de notre génération, t'entends toujours qu'ils vont, alors ils le font pas tous, hein, et souvent ils font moite-moite, mais ils disent tous qu'ils vont Mhm. rentrer, chez Ouais, eux. bah, ouais, Moi, j'avais les Laotiens, les Portugais, les Maghrébins et tout, qu'ils vont passer leur retraite là-bas. Bon, souvent après il y a des petits enfants, alors au final ils mixent, mais c'est vrai que c'est une bonne opportunité quand t'es agent. J'y avais jamais pensé, mais c'est des gens qui vendent quoi, qui vendent potentiellement, leurs biens mhm. pour aller en racheter un dans leur pays d'origine. Ouais, ouais, exactement. T'en as qui font ça en parallèle. Du coup, ça ouvre aussi des portes à l'étranger, puisque bon, en Tunisie, il se trouve que je suis parti et que je voyais aussi les projets que eux faisaient Hmm. en Tunisie. Bon, j'ai pas pour ambition d'investir tout de suite, mais bon, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très Yes. intéressant. Ok, super. Et du coup, comment tu quittes tout? Ça fonctionne quand même bien. Pourquoi tu décides de quitter? Comment tu crées Aloha? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que c'est grâce à tes loyers du 93 que tu vis au début? Parce qu'on sait qu'on lance une boîte, on se paye pas tout de suite. Comment voilà. Qu'est-ce qui Ouais. fait que tu quittes et comment tu finances le bye Alors, bye bye le notaire? non, il y aura jamais de bye bye le notaire. Disons que j'ai toujours, en tout cas, même aujourd'hui, j'ai toujours cet amour de l'immobilier Hmm. parce que ça m'a apporté des sous déjà. Ça m'a apporté aussi des amis puisque j'ai rencontré énormément de gens autour de ce secteur et ça continue à m'apporter personnellement. Donc non, l'immobilier à jamais, forever in my heart. À tout jamais. En fait, donc j'étais agent immobilier, ça tournait bien. Petit épisode d'une maladie qui me fait prendre conscience que je travaillais trop dur. Voilà. Donc je me suis dit à un moment qu'il fallait que je bouge les choses, que je pouvais plus travailler autant. Parce que du coup, agent immobilier, t'as quand même énormément de déplacements, tu vas à gauche, à droite, puis après t'as l'hygiène de vie qui va avec, t'es souvent dans la voiture, j'avais pris énormément de poids, plus tous les à côté. Donc, j'en suis tombé malade. Ça m'a servi de leçon. Et derrière, il y a une autre partie de ma facette que tu connais en l'occurrence, que peut-être tes auditeurs ne connaissent pas, c'est que bon, moi j'aime bien sortir, j'aime bien vivre. Voilà, Voilà. Ça nous fait de voilà, gros je points suis un communs, bon tu vivant. vois. Voilà. On s'est retrouvés sur ça, donc je suis un bon vivant et comme je t'ai dit, je suis un amoureux de ma ville. J'adore Paris, j'adore où je vis. J'arrive pas à partir de là. Et j'ai toujours été un peu officieusement le guide touristique lorsque les gens venaient venaient sur Paris passer du bon temps. Donc à chaque fois que quelqu'un venait sur Paris, on m'appelait tout de suite. Ouais, Eddie, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et je me suis dit un jour, bah, pourquoi pas professionnaliser la chose. Donc moi, en parallèle, avant, j'allais régulièrement dans des séminaires aussi. Moi, j'étais spectateur aussi des séminaires autour de la liberté financière, autour des gros billets, autour de tout ce monde-là. Et je trouvais que les séminaires sur Paris, c'était pas ça en fait. Enfin, je trouve qu'ils se ressemblaient tous déjà. Et je trouve que les lieux proposés étaient pas et les prestations étaient pas forcément, c'était pas en gros mis en valeur pour, enfin, ça rendait pas honneur à Paris. Et vu le nombre de lieux qu'on a en fait ici, donc je me suis dit, bah, attends, faut remédier à ça. Et donc j'avais déjà un réseau, j'avais déjà des gens qui organisent des événements. Et donc, en gros, moi, je me suis dit, mais attends, mais si j'ouvre ma boîte dans l'événementiel et que, en gros, je leur propose du clé en main, de, donc de la recherche du lieu avec toutes les prestations, et leur faire un truc au carré, ben, ça peut matcher. Et en gros, j'ai juste eu l'idée que j'ai eu directement un client, je l'ai proposé en rapide à un pote à moi et ça a démarré.
Donc en gros, Aloha, c'est une société dans l'événementiel. On est spécialisé dans les événements en clé en main, donc tout ce qui est séminaire, team building, soirée d'entreprise, after work. Vous faites appel à nous et nous on met tout en place. On s'occupe de toute la logistique de A à Z. Vous avez plus qu'à venir à votre événement, dire ce que vous avez à dire, danser si vous devez danser ou peu importe. L'idée c'est que vous occupiez de rien d'autre. Donc on facilite opérationnellement parlant et on facilite aussi une facture. Il y a seulement une seule facture pour toutes les prestations. Voilà. Et Ok. pas vous demander, je vais pas te dire, ah, tiens, tu dois payer un tel, non, il y a une facture, on paye, et puis derrière, on s'occupe de tout. Donc ça, c'est ce que, Donc tu trouves le lieu, tu trouves le traiteur, tu trouves la sécurité s'il faut, tu trouves sans des danseuses, des danseuse danseurs, du enfin, tu ventre. vois, ouais, Voilà, tout, ça c'est quand on est tunisien, on trouve des danseuses du voilà. ventre. Exactement, exactement. Non, voilà. L'idée, c'est de faciliter au maximum la vie, et notamment sur les gens qui sont pas forcément sur Paris, et aussi apporter aussi du conseil pour que bah, leur événement soit au top et qu'ils aient rien eu à faire. Ouais. Si ce n'est Yes. payé, bien sûr. Mais donc non, j'avais pas forcément de capital de départ et puis enfin j'avais un capital personnel, mais en fait j'ai très très vite switché. J'ai très très vite switché. C'est un peu une qualité comme un défaut, c'est-à-dire que bon j'ai un truc qui me passe par la tête, je le fais. Ok. J'ai toujours été comme ça. Je me suis voilà. Je suis un mec, lorsque j'ai un truc qui me passe par la tête, ben voilà, je les mets en place directement et sans forcément être structuré. Donc j'avais aucune structure. Je me suis Mhm. juste dit attends bon, lui il veut un lieu, donc si je fais un lieu, il lui faut un traiteur. Ah, je connais un super traiteur, je connais de super intervenants, voilà. Et, euh, et donc voilà, mon job, c'est juste de mettre de mettre tous les corps de métier en relation pour que ben, tu arrives à ton événement et que t'aies plus rien à faire. Donc t'as cette partie-là et t'as aussi la partie voyage, peut-être qu'on développera un peu plus tard. Yes. Mais là aujourd'hui, mon job, c'est de faciliter la vie aux gens. Comme je l'ai toujours fait, il y a toujours eu aussi Quand t'étais chasseur, en fait, c'était aussi un peu ça, hein. ouais, que je dis chasseur, mais tu sais, en fait, il y a un autre rapport que j'ai avec à ma jeunesse, c'est que j'étais un peu vilain petit canard de ma famille, tu vois. J'étais pas forcément méga apprécié. Et en gros, pour me faire apprécier, je rendais tout le temps service, mais genre tout le temps Ok. service. Genre ma tante qui habitait à Bondy, j'allais lui acheter 2 packs d'eau alors que on aurait peut-être pu envoyer quelqu'un, tu vois. Enfin, j'ai toujours voulu rendre service et en fait, au final, c'est quelque chose qui est resté ancré en moi. Ok. Et lorsque bah, je sais pas, j'ai quelqu'un qui est dans la merde ou un ami qui a besoin de quelque chose ou quoi qu'est-ce, bah, je suis obligé de rendre service. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui, ok, je vais rendre service aujourd'hui, mais peut-être que je vais être payé pour, Ben voilà. pas rendre ce service, voilà. Et, Trop intéressant. bah, surtout que, ouais, t'as beaucoup de choses qui reviennent avec ma jeunesse, voilà, le fait de passer mon temps dehors aussi, de pas m'ennuyer, ça m'a ouvert, bah, un portefeuille de personnes très importantes qui ont plusieurs établissements sur Paris, parce que ouais, tu fais la fête mais néanmoins tu ressors toujours avec des contacts intéressants, tu vois. Mhm. Enfin c'est ce que je me dis, tu vois. On dit souvent ouais, sortir, laisse tomber, c'est pour les losers, pour les alcooliques ou quoi que, mais en vrai tu sais, j'ai rencontré énormément lors de mes soirées, tu vois. Yes. Et et aujourd'hui je m'en sers, tu vois. Donc, Mhm. au final, sortir, sociabiliser, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi. Ça dépend Ouais. ce que tu fais, ça dépend ce que tu fais de tes contacts que tu as. Mais voilà. Trop intéressant. Et je pense, ouais, enfin, je sais pas si c'était comme ça, mais moi, j'ai tendance à dire, au début, je trouvais que c'était un peu, c'était pas exactement, mais après, ça fait partie de ma personnalité. Je dis à peu près oui à tout. Alors Mhm. après, dans l'immobilier, là, c'est différent quand t'achètes et tout. Mais quand on me propose des trucs, généralement, je dis oui. Et c'est assez rare. Et il y a des gens qui disent non à tout. Et tu vois, un peu dans l'inconscient collectif, le gars un peu dur, le gars, le bad boy et tout, lui, il dit non. Et tu vois, c'est valorisé. Mais en fait, moi, tous les meilleurs trucs qui me sont arrivés, c'est parce que en fait, j'ai juste dit oui. Et après, bah, il m'est arrivé des gens quand je leur parle, ils me disent toujours, mais toi, t'arrives toujours des histoires de dingue. Mais ouais, mais en fait, je dis oui à tout. Et puis après, la vie a fait en plus que je peux payer à peu près pour tous ces trucs, quoi. C'est sûr que bon, si tu comptes 10 euros, c'est différent. Et en fait, c'est les meilleurs trucs qui me sont arrivés dans la vie. C'est juste parce que j'ai pas trop réfléchi, en fait. Et après, bah, ça fait des contacts, ça fait des, Ouais, ouais, bon. ça fait Mais, plaisir.
Mais il y a une autre valeur auquel je crois énormément et qui complète un peu ce que tu dis. Moi aussi, j'ai beaucoup ce problème de dire oui à tout, mais parce que je pense que dans mon fond intérieur, je crois réellement au qui donne reçoit, tu vois. Je me dis que faut que je rende service parce que bon, quand je dis reçois, moi, je m'attends pas à recevoir de l'argent, vous voyez, mais même auprès, tu sais, je me dis en termes de karma, ça va m'aider. Il va toujours, ça peut m'apporter que Mm. du positif. Du coup, ouais, ça, c'est une valeur que j'ai vraiment au plus profond de moi et ouais, c'est pas, parfois ça s'est mal passé, hein. Ça arrive souvent, Ouais. même tu aides peut-être des gens à fond et puis au final, Ouais, bien sûr. ils te la font à l'envers, mais on va dire que dans la plupart des cas, ça se passe plutôt bien et puis je le fais vraiment du fond du cœur, en fait. Je le fais même pas, ouais, spécialement pour intérêt. Ok. Ah. Et Et du donc, coup, voilà. tu te lances. Comment tu fais? Tu factures. Tu sais, on parle souvent de besoin en fonds de roulement pour les sociétés. Si tu as un magasin, là, il faut d'abord acheter les paires de chaussures avant de les vendre. Est-ce que toi, du coup, tu payes? Comment tu finances des début? C'est en fait, t'encaisses plus vite que parce que dans ton activité, on peut vite faire ça, quoi. Tu factures tout de suite et puis ensuite tu payes les gens. C'est comme ça que tu as pu te lancer. Alors, on va dire qu'en tant que, alors, je vais revenir vite fait sur ma vie d'agent immobilier de chasseur. Mhm. En fait, s'il y avait vraiment un truc qui me saoulait quand j'étais agent immobilier, mec, c'était en fait le delta entre L'offre acceptée. t'as trouvé l'acquéreur et être payé. Et en plus, Ouais. c'est un delta à tout moment, ça peut se Ça peut retourner, il sauter. peut y Ouais. avoir des retournements de situation. Et donc, parfois, tu sais, tu travailles sur des biens pendant énormément de temps. Tu signes la promesse et puis pour X ou Y raison, bah tout se brise à quelques jours Mhm. de la signature. Et en fait, j'avais ce côté, ça me rendait vraiment fou parce que parfois sur certains dossiers où toi limite tu te fais ton prévisionnel, tu te dis ok, bon Mhm. lui il a déjà son offre de prêt, ah mais au final. Il y Et a la ça mairie c'était qui vraiment. préempte des trucs comme ça peut Ouais, arriver. mais qui préempte, décès, Non, ça, j'ai eu c'est moche, mais j'ai eu un décès. Bon, en l'occurrence, j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'étais pas spécialement, mais j'ai eu un décès entre la promesse et la vente finie et la vente définitive. Donc là, t'es sur des dossiers qui étaient assez compliqués. Donc bon, t'avais quand même cette chose-là, et puis on avance énormément de frais. Tu sais, on bouge beaucoup. Faire du réseau, tu payes énormément. Moi, je traînais énormément dans les cafés, tu vois, pour, Mhm. pour faire du Mhm. réseau. Enfin, tu vois, t'as quand même des dépenses, tu manges dehors, et en fait, tu peux pas avoir une avance sur ta commission, donc ça me rendait un peu fou. Mhm. Ça, c'était le côté un peu négatif de l'agent immobilier, même si c'est normal d'être payé après l'acte authentique. Et donc, non, j'avais pas besoin spécialement de fonds de roulement pour ça. Je t'explique. Bon, je travaille aujourd'hui. J'ai pas encore mes locaux. Je suis en cowork, mais j'ai pas spécialement, j'ai pas de charge fixe. Mhm. C'est ça. Moi, en fait, si tu veux, mon business, il est reposé, il se repose sur vraiment qui je connais, qui est-ce que j'ai autour de moi. Voilà. Donc, bien sûr, si j'ai besoin d'un traiteur, je vais pas m'amuser à faire à manger ou quoi qu'est-ce que ouais. C'est pas toi qui fais à manger. Déjà, ça serait un échec, cuisant. Mais moi, je vais mettre en relation enfin, je suis la rampe de lancement pour mettre en relation tous les métiers. Donc en vrai, moi, il y a pas de business, il y a pas de business, mais j'ai pas spécialement de dépenses. Bon, si ce Mhm. n'est mes dépenses classiques, les assurances. Donc non, j'avais pas besoin. Alors c'est ça le gros avantage, c'est que c'était un métier sur lequel je me reposais pas forcément pour avoir de la trésorerie. Alors j'ai mis un peu d'oseille, j'avais mis 4000 balles parce que j'avais fait une grosse soirée De lancement. de lancement. De lancement, je sais pas si c'était venu. Ah non, c'était Paco qui était venu. Mhm. On reconnaît les vrais podcasteurs, les mecs. Ouais, ceux qui habitaient en région parisienne. Voilà. Non, et du coup, j'avais fait, voilà, il y a des coups de com', mais on va dire qu'en charge fixe, quand même, j'en ai très peu. J'en ai très Ok. peu. Je me repose énormément sur mon réseau. Donc j'avais pas forcément besoin d'un gros capital de départ. Par contre, j'avais besoin de me faire connaître. Et donc, par la première année, j'allais souvent à gauche, à droite, voilà, que ce soit la recherche de clients ou de prestataires, parce que aussi, je jauge pas mal des prestataires avec qui je bosse. Euh, et voilà. Donc
Vraiment, c'est une activité qui se basait vraiment sur moi et mon réseau. Ok. Donc, voilà, j'avais pas pris de locaux directement ou quoi qu'est-ce. Yes. Et est-ce que tu sais, t'as un backup enfin, je vois trop je pense que ça a dû t'arriver, le gars qui te fait défaut. Tu vois, admettons un traiteur, bah, il te fait défaut, genre, Alors, dans ça m'a, la alors, ouais, journée ou un truc comme ça. T'as des, en non, mais plus, avec le Covid et tout, ça a dû, ouais, tous mes serveurs sont malades, voilà, je peux pas venir et tout. non, j'ai eu une fois, j'ai eu une fois ce cas de figure-là. C'était pour de la vidéo. Donc, j'avais un séminaire et j'avais une prestation. Je livrais une prestation de vidéo. Et la veille, on me dit ouais, non, mais je pourrais pas. Oh, donc, mais ouais, mais heureusement, j'avais un coup d'avance. Il faut toujours avoir un plan A, un Mm. plan B, un plan C. Ça, voilà. Même parfois un plan D, j'ai envie Mm. de- Donc, c'est des trucs qui arrivent, mais il faut toujours avoir un plan B, même à la dernière minute. C'est-à-dire que lorsque je préviens un prestataire, j'en préviens toujours un deuxième. Je fais, écoute, il y a cette prestation-là qui va se faire là. T'es pas dessus, mais par contre, à Mm. tel moment, je peux te faire. Mais sinon, la plupart du temps, ça se passe très bien, en général. Ok. Voilà. Est-ce que tu as une technique de confirmation, tu vois? Est-ce que, par exemple, moi, quand je fais visiter un bien, la veille, j'écris à toutes les personnes qui doivent visiter, je vous rappelle, vous avez ça, vous venez et tout. T'as un process comme ça genre de reminder, tu vois, comme chez le médecin, tu reçois un truc. Genre, est-ce que la veille ou dans la semaine, tu dis, ouais, tu te rappelles bien, tu vois, par exemple, le photographe, le Oh, serveur et tout. oui, non, mais bien sûr, bien sûr. C'est quoi un peu le Là, tu parles process? de mes prestataires, ok. Ouais. Avec mes prestataires, ouais, il y a répétition. Il y a répétition, répétition générale. Je la fais pas, j'en fais pas 10. Ça dépend aussi de l'événement. Ça dépend Mm. aussi de l'événement. Là, j'en ai eu un pour 300 personnes, donc quelque chose d'assez assez salé. J'ai fait un rendez-vous à J-5, j'ai un rendez-vous à J-42 en Zoom, dans lequel Ok. j'expliquais vraiment le déroulé. Parce que on dépend aussi de notre client, parce que les déroulés aussi, on attend aussi leur dernier déroulé, puis parfois ils mettent énormément de temps à te les donner. Donc, on est reparti, petite coupure. Donc, tu en étais sur le déroulé du client qui t'envoie au dernier moment, ben, forcément, Ouais, comme dans les séminaires, c'est pareil, les intervenants, je sais que de temps en temps, ils envoient un peu au dernier moment les slides et tout ça. Euh, du exactement. coup, comment tu fais? Parce que c'est ton Le client, déroulé, mais en même moi, temps, tu dois le presser un peu, ouais. ouais, bien sûr. Bah après, moi, je rentre pas énormément je rentre pas dans le contenu Mm, de ce que disent de ce que disent mes clients. Ah, ça, c'est vraiment quelque mm. chose dans lequel qui ne m'intéresse pas. Moi, l'idée, c'est vraiment, je m'occupe vraiment du contenant. Voilà. Ok. Je suis le vase, je suis pas l'eau à l'intérieur. Ce que Yes. tu veux, ce que tu veux, peu importe. Moi, je rentre pas dans leur contenu. S'ils veulent des conseils sur des trucs, je peux donner quelques conseils, mais en gros, je rentre pas dedans. Euh, donc ouais, non, avec mes prestataires, donc on essaye d'avoir au moins 48 heures avant l'événement, il faut tout avoir. Et le jour J, moi, c'est 3 heures en amont de l'événement qu'on se réunit. Ok. Donc, si t'as un événement à 8 heures, moi, à 5 heures du mat, je suis là. Pour Ok. éviter tout souci. Et ça m'aide énormément puisque, j'ai déjà empêché Gros problème. de gros problèmes, Par exemple? en arrivant bien avance. À un moment, il y avait, il manque toujours des câbles. Enfin, tu sais, les adaptateurs, il n'y a jamais les adaptateurs qu'il faut. Là, dernièrement, ils avaient pas. C'était un problème de livraison. Les mecs, ils avaient pas déposé leur carton de goodies. Du coup, je suis arrivé à la vente, j'ai vu qu'il y avait rien du tout. J'ai appelé, j'ai réussi à avoir quelqu'un et en fait, ils avaient posé ailleurs. Ok. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. En fait, tout est dans le détail. Tout est dans le D'accord. détail. Voilà, tout est dans le détail. Yes. Et voilà, moi je suis là pour qu'il y ait pas de couac aujourd'hui. Ok. Et du coup, on n'a pas trop parlé, mais tes clients, donc ok, autant le réseau, on a vu, ça peut t'aider pour les fournisseurs. Est-ce que tous tes clients, tu les as trouvés aussi via ton réseau, ou est-ce que tu vas démarcher des sociétés pour les Ouais. événements? Comment Alors tu fais? aujourd'hui la plupart bien sûr, je les ai trouvés via mon réseau. Certains étaient même des amis avant de devenir des clients. Ils sont toujours amis au pareil. Donc ça va, tu t'en es bien sorti. Ouais, ouais. Mais ouais, c'était beaucoup de mon réseau, beaucoup de gens qui étaient du monde de l'immobilier. Parce que du coup, je connaissais énormément de monde. Bon, on connaît énormément de personnes en commun, toi et Mm. moi. C'est que ça reste un petit monde malgré tout. Et donc voilà, c'était des gens qui sont pas forcément aussi sur Paris, hein, qui ont pas les tenants et les aboutissants sur Paris, qui ont aussi besoin d'avoir cette expertise-là. Voilà, c'est pas juste je te prends des prestataires et puis Mm. voilà.
j'apporte vraiment quelque chose en plus, quelque chose qui fait que leur événement va leur ressembler. Mais voilà, je sais pas c'était quoi ça. Du coup, là, des clients, tu les démarches ou c'est Ouais, ceux que non, tu je connaissais? démarche plus. Ouais. Alors, je t'explique. Un gros avantage, c'est que lorsque je fais un séminaire, généralement, j'ai deux autres devis qui viennent Ok. rejoindre parce que généralement, il y a souvent des intervenants, il y a toujours des intervenants Hmm. et les intervenants, voilà, on voit ce qui est fait sur place et généralement, ça m'apporte ça. Donc, t'as cet effet boule de neige Hmm. que Trop j'aime beaucoup. intéressant. C'est un peu une sorte de dividende qui ressort qui ressort Sauf que les dividendes, c'est pas tu fois dois, deux, c'est pas fois ouais, deux à bon, chaque fois. des Ok. super dividendes. Ouais. On parle. Yes. Mais donc t'as souvent ça. T'as les gens aussi. T'as une réputation aussi. Ça m'a la Hmm. réputation que j'ai. Là, je suis rentré dans beaucoup de réseaux d'affaires, donc ça m'apporte aussi des choses. Mais vraiment, ce qui me ramène vraiment du monde, c'est le jour, c'est les événements. Parce que je fais une soirée et que les mecs ils passent une soirée de fou. Hmm. Soit il a envie d'en reprendre une, soit il y a quelqu'un qui veut exactement la même soirée pour lui. Voilà. Ok. C'est pour ça que je me donne à fond sur les événements parce que au-delà d'être une prestation que je livre, c'est vraiment de la publicité. Ok. C'est vraiment de la publicité et c'est pour ça que je fais moi-même mes événements aussi pour maximiser au maximum, pour maximiser au maximum, n'importe quoi, pour maximiser cette partie-là. Cette Et je pense conversion, que ça ouais, je pub. pense que ça, ouais, ça, on va pas se mentir, ça reste quand même un métier opérationnel de terrain. Hmm. Donc voilà, je peux te dire tout ce que tu veux. Voilà, ça sera 10 fois plus engageant pour toi d'être à un événement et que tu Et de vois que voir ce qui tout est se passe. carré plutôt que je t'explique que j'essaie de te vendre un truc derrière un PC, tu vois. Yes. Donc voilà. Et puis là, je suis en train de rentrer dans pas mal de réseaux d'affaires parce que l'idée c'est d'avoir des clients plus en plus gros pour gagner de plus en plus et pour aussi faire des super événements. Là, j'ai eu dernièrement une grosse coopérative agricole de Moselle, tiens, pendant que tu étais Voilà. de Moselle et qui avait envie de faire leur team building. Donc je leur ai fait leur team building sur 2 jours. Ça s'est super bien passé et l'autre avantage de travailler avec des professionnels, c'est-à-dire qu'en fait une société va faire un team building, mais en fait il va faire un team building chaque année à la limite à vita aeternam tant que la Hmm. société sera. Et donc si ça se passe bien pour l'année N, C'est l'année plus récurrent. 1, tu Ce que sais t'as, directement. ce que t'as pas pour les mariages, normalement. Non, La récurrence normalement, de... exactement, c'est vraiment le parallèle. C'est pour ça aussi Ouais. que je fais pas de mariage, parce que déjà, je sais pas faire des mariages. Autant des séminaires, voilà, des soirées, j'en ai fait. Ouais. Autant cadrer un mariage, c'est Hmm. autre chose. Et puis c'est personnel, tu vois, c'est Hmm. personnel, c'est autre chose. Puis aussi les boîtes, elles ont des budgets pour ça. Hmm. Elles ont des budgets attitrés pour ce genre d'événement. Donc l'idée c'est voilà, leur Ouais. rendre service. Ok. Et du coup, quand tu parles des budgets, est-ce que les boîtes, elles te donnent leur budget à l'avance et toi, tu leur proposes des choses ou toi, tu proposes des prestats et après, Non, en c'est dans fait, quel ordre? avant, j'étais pas très structuré. Hmm. Je faisais ça. Tu me disais, Eddie, je veux un événement. Ok, moi, j'allais directement chercher à gauche, à droite. Mais au final, tu me dis non. Et puis, au final, j'ai bossé pour rien. Ok. Donc, donc, j'étais pas méga structuré. J'étais un peu foufou. Aujourd'hui, il y a 3 étapes. Alors, donc, il y a la première étape, c'est la partie ce qu'on appelle découverte client. Donc, en gros, Qu'est-ce je que veux tu savoir veux? pourquoi tu veux Hmm. ton événement. Voilà, voilà, en connaître un peu plus de détails. Derrière, je demande direct tout le temps un budget. Voilà, et en fonction de ça, je vois est-ce que ça vaut la peine ou pas de bosser, puisque bon, t'en as qui veulent monts et merveilles, Pour et 5 au 000 euros. final, voilà, exactement pour 5 000 euros, parfois même moins, tu vois. On m'a quand même demandé déjà en gros, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, je veux faire un événement, mais j'ai pas de budget. En gros, comment je suis payé. Enfin bref, j'en ai eu des touristes, hein, j'en ai eu et je continuerai à en avoir, mais ça c'est pas un souci. C'est le jeu qui veut ça, mais ouais, donc t'as toujours cette partie parce que en fait, le plus important dans un événement, c'est le pourquoi. C'est pourquoi tu veux faire un événement en fait. Hmm. Parce que voilà, c'est pour vendre une nouvelle formation, pour de la cohésion d'équipe, je sais pas pourquoi qu'est-ce. Mais il faut toujours avoir un pourquoi dans son événement. Il y en a beaucoup qui en ont fait uniquement par ego et parce qu'en fait l'événement ça doit être un déclencheur de
quelque chose de plus grand, tu vois ce que, de quelque chose de plus grand, tu vois. Toi, t'en organises toi à titre perso. Mm. Je pense que t'as toujours un objectif, parce que enfin, j'espère en tout cas, hein. Oui, Je oui. suis jamais allé à tes événements, voilà. Je sais pas comment ça se passe, mais, mais t'as toujours ce pourquoi et c'est le plus important. C'est pourquoi. Ensuite, tu vas vraiment avoir le pour qui. Voilà. Qui va être ton auditoire? Est-ce que ça va être des clients? Est-ce que ça va être des collaborateurs? On s'adresse pas pareil à des leads qu'à des collaborateurs. Donc, t'as le pour qui et le où qui va où et le format que tu veux mettre en place. Avec tout ça, moi, je peux établir un budget et on voit si on est raccord ou pas sur les prestations. Mais t'as vraiment énormément de questions à te poser en avant même de vouloir faire un événement. Et aussi, c'est aussi là que j'aide les gens à savoir si j'ai vu des mecs qui m'ont fait des demandes, mais genre incroyables. Je sais pas si on peut tout dire. Tu peux Mais dire ce que tu veux, hein. Ici, tu dis ce ouais, que... non, mais bon, après, c'était pas moi, hein. Moi, j'ai eu des demandes de, ouais, voilà, des prestations un peu olé olé, mais pour genre, c'est pour des potentiels clients, pour des gens là qui Hmm. bossent même pas encore. Ah, non, c'est... Je lui dis, non, mais tu vois, ça matche Hmm. pas, faut pas faire un Et truc moi, un peu c'était... plus tranquille. Dans mon ancienne vie, j'avais été... mon premier boulot, il y avait des associés, c'était assez vieux. Moi, j'étais dans le monde de la compta. C'est pas toujours... parfois, c'est à juste titre à la réputation des comptables qui sont pas les gars les plus fun du monde. Et puis une fois, on avait été un événement, je sais plus, fête de Noël, et il y avait un genre de drag queen qui chantait, tu vois, et il allait hyper proche des associés, tu vois, un peu vieux et gris et tout. Mais ça allait trop pas, ça se voyait, ça, c'était pas du tout adapté. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, tu vois, ils ont été mal conseillés. Après, Ouais. on sait jamais ça, mais moi, je mets toujours en parallèle. Donc t'as le pourquoi et t'as comment aussi tu le fais ton événement Mm. parce que nous on est dans un monde où voilà, on perd d'argent sans complexe, voilà, plus il y en a mieux c'est. Euh, mais t'en as. Alors, enfin, je dis n'importe quoi. Tu veux faire un séminaire, toi, Thibaut, demain sur Bye Bye Patron, gros billet, le séminaire gros Mm. billet, voilà. Bah, tu vas pas le faire dans un hôtel dans le 93, tu vois ce que je veux dire. Mm. Exact. Tu dois mettre aussi Ça doit être en ton accord avec événement ce côté, ouais. il doit être en accord avec ce que et surtout ce que tu ouais, t'as ton image et ce que tu reprends parce que c'est beaucoup d'images. Là, les gens pensent pas à ça, mais un événement, allez à 70%, ça te sert à te faire de l'image. Ça te sert à faire de l'image, à booster ta notoriété, à te pouvoir voilà, te faire du contenu sur sur les réseaux et autres. Mais voilà, tu peux pas négliger ce genre de points-là. Ok. Et en visant le moins cher, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, tu vois. Yes. Les gens pensent beaucoup que, et on va parler un peu de la partie argent pour le coup, Mm. qu'un événement, ça a un prix. C'est un prix, bien sûr. Euh, 95% des entreprises ou même des formateurs que vous voyez lorsqu'ils Mm. organisent un événement, ils perdent, 95% du temps, ils perdent de l'argent. Enfin, ils perdent. Enfin, bon, je vais mettre un petit bémol Perdre de sur ça. l'argent le jour J. Ouais, ouais, Enfin, ils perdent de l'argent. Voilà. Ils sont en égard, en tout cas, leur bilan comptable est négatif par rapport à ça. Par contre, c'est énormément d'investissement. C'est un investissement énorme parce que ça rapproche aussi de sa communauté. C'est quelque chose qui, voilà, lorsque tu rencontres tes auditeurs, je pense que ça a pas pour un auditeur, ça a pas le même peps bah, bien sûr. que de t'écouter, tu vois. Donc ça, c'est donc en termes de notoriété, c'est quelque chose d'énorme, de proximité. T'as aussi bah, toute la partie, comme je t'ai dit, image. C'est aussi quelque chose qui peut te permettre, quand tu vends des choses, de transformer un prospect moyen chaud en prospect bien chaud, tu vois. Mm. Et il est là, en fait, le, Le retour sur investissement. le retour sur investissement. Et j'ai beaucoup de personnes que je briefe en pareil. Je fais, ouais, non, mais moi j'ai ça, mais je veux pas perdre de l'argent. Mais tu perds pas de l'argent, tu en investis. Mm. Ok. Voilà. Ah, mais c'est dur à faire Euh, comprendre, je pense. ouais, ouais. Mais l'événement, c'est une rampe de lancement. C'est une rampe de lancement. Ok. Mais de toute façon, tu peux tout mettre en parallèle. Euh, on va aller dans une autre catégorie. On va parler des gros rappeurs, les gros artistes qui font des Bercy. Pourquoi ils font deux Bercy d'affilée?
Parce que le premier, il est à perte. Et même, ils sont parfois à perte sur le deuxième. Le deuxième, c'est juste Pour un peu compenser, voilà, enfin, pour un peu atténuer compenser. les coûts. Mais personne ne gagne de l'argent sur un événement à Bercy. Il faut le savoir. Et C'est pourtant, connu dans une chanson de Vald ou je sais plus, une interview de ouais, Vald où il raconte exactement. combien il a perdu Exactement, dans Bercy. exactement. Donc tu perds énormément parce que t'as énormément de, t'as la location de la salle, t'as la technique, bref, t'as énormément. Et en plus aujourd'hui, ils perdent de plus en plus d'argent puisque les shows doivent être de plus en plus Impressionnant, ouais. impressionnants et mais ça leur apporte quoi derrière? Bah, j'ai fait un Bercy, j'ai des images de fou, voilà, je suis une star. Et c'est un peu la même chose à un autre niveau pour les gens qui font des événements sur Paris. Lorsque tu fais une soirée aussi, c'est pour être à proximité et pouvoir avoir c'est aussi un moyen de se rencontrer, mais vraiment, voilà. Ne faites pas, si vous voulez faire de l'argent, faites pas de l'événement, faites pas de l'événementiel. Voilà, c'est un peu le message, mais par contre, l'événementiel va vous rapporter beaucoup d'argent derrière. Donc, intéressant. Et Et peut-être tu peux nous parler, ouais, des coûts. Je sais pas si tu avais quelque chose à ouais, rajouter. non, bien sûr, bien Mais sûr. du coup, Non, parce que toi, en fait, en gros, tu prends un peu le risque, si on peut dire ça, dans le sens où toi, tu annonces un forfait, tu fais du clé en main, donc c'est un peu, le client, il dit, bon, bah voilà, moi, je t'ai payé tant, ce que je veux, c'est ça. Et donc, toi, forcément, je pense que tu as surtout, bon, maintenant, avec l'expérience, tu dois un peu tout savoir, mais moi, j'ai organisé des événements. Les premiers, bah, tu penses à beaucoup de choses. Tu penses au logement, tu penses au repas, tu penses au lieu, tu penses peut-être aux goodies, mais tu vas pas penser à, voilà, à tous les extras, tout ça. Donc, tu supportes quand Ok. même un peu le risque. Comment bah, je suppose que maintenant, tu as Comment je l'expérience. gère Ouais, cette voilà. partie? Ouais, non, bien sûr, tu as l'expérience. Bah, déjà, tout se passe en amont lorsque j'ai établi mon budget. Lorsque on Mm. me dit, bah, écoute, Thibaut, ton événement, c'est 10 000 euros. Si je te dis que c'est 10 000 euros, c'est que vraiment, 10 000 euros, ça peut tout tenir. Tout peut tenir parce que, bah, déjà, mes prestataires, je sais quel prix pratique. Ensuite, la seule, on va dire, chose qui peut, bon, ça dépend de la salle et du secteur dans lequel tu veux être à Paris. Parce qu'à Paris, tu as à boire et à manger. Hein. Tu peux trouver une salle à 1000 balles, comme tu peux en trouver une à 50 000 balles pour une demi-journée. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout à boire et à manger. Donc, t'as aussi, donc t'as ça, t'as mon expérience et toi, ce que tu m'as dit par rapport à comment tu imagines ton événement. Moi, j'essaie de m'imaginer. Je te dis, OK. Et de toute façon, il faut déjà que j'ai au moins l'idée de trois, quatre lieux après notre brief. Voilà. Mm. Et puis derrière, ensuite, je fais mon truc. OK, on part sur 10 000 euros. OK. Je pars à la recherche, je fais mes petites lignes budgétaires. Je te montre, voilà, bah, et en gros, l'idée, c'est de respecter ce budget-là. Ça peut dépasser, comme ça peut être un peu en dessous, peu importe. Après, on affine. C'est comme dans tout. T'as une première offre, une deuxième offre, voilà. Enfin, même si c'est pas, c'est pas une offre en soi, mais tu vois, on peut enlever quelques prestations pour essayer de réduire un peu les coûts. Mais, un peu comme dans les travaux, le pas cher coûte très cher, généralement, si toi, Thibaut, tu fais un événement gros billet et qu'au final, si tu le fais dans un pub irlandais, voilà, et que c'est pas terrible et que ça joue pas vraiment sur ton image là, t'auras peut-être pas perdu beaucoup d'argent, voire pas du tout, mais par contre, les mecs, ils se souviendront de toi. Je dis toujours que, tu peux aller à un événement, et puis le mec, il te déblate de la merde, ce que tu veux, des trucs, c'est trop nul, ou c'est du déjà vu. Si cette personne elle t'a amené dans un lieu dans lequel tu as été bien accueilli, dans lequel tu as bien mangé, dans lequel voilà, t'as senti une bonne atmosphère, eh ben tu le pardonneras. Mm. Par contre, le mec il te dit des trucs méga intéressants, il te le dit dans des conditions pas terribles, il te donne des chips, voilà, les chaises elles te font mal au cul. Eh ben je te jure que je pense pas que tu lui pardonneras, je pense pas que tu le pardonneras parce que Non, tu vas sentir qu'il t'a négligé, tu vas sentir Mm. qu'il t'a négligé. Alors un mec qui donnera tout, voilà. Tu lui pardonneras s'il te met bien, en tout cas. Mm. C'est vraiment ma vision des choses. Bah, non, mais c'est trop intéressant. Parce que là, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai loué, par exemple, ce week-end, un peu un lieu exceptionnel parce que j'avais plein de trucs à fêter. Et, et en fait, il y a plein de gens qui ont eu des petits problèmes de santé et tout récemment. Et au début, ils m'avaient dit, ouais, je sais pas si je viendrai et tout. Et tu vois, ils sont tous venus. Et moi, je suis sûr, alors bien sûr, c'est parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, vous le savez tous. Mais c'est surtout, je suis sûr que ça a joué en grosse, T'es beau gosse, parce que t'es un beau gosse. voilà, c'est pour ça. Mais c'est surtout en grosse partie parce que bah ils savaient que c'était un lieu un peu hors du commun, dans lequel ils avaient jamais été pour la plupart, bien connu, etc.
Ok, c'est très Non, intéressant. après, si tu veux faire des trucs à moindre coût, il y a des tips que je peux donner. Vas-y, on est Que je là peux pour ça. donner pour des... excusez-moi. Euh, alors déjà, lorsque vous voulez faire un événement, que tu vas contacter quelqu'un qui a un lieu ou qui est un prestataire, quoi que ce soit, faut vraiment partir en mode B2B. Tu as un business et tu apportes du business à cette personne-là. Tu es Mhm. une sorte d'apporteur d'affaires. Faut absolument se mettre rapport. Faut vraiment que le rapport de force il soit de votre côté. Voilà, et pas du leur. C'est vous qui avez de l'oseille à leur donner. Voilà, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Yes. C'est pas comme un Donc, mariage où la femme, elle veut absolument être au voilà. Plaza Hotel, je sais pas quoi, dans les films, là. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Donc là, tu veux faire un événement pour cet établissement parce on va prendre l'exemple d'un établissement. Voilà. Donc toi, tu as une centaine de personnes pour cette une centaine de personnes qui va dépenser entre 30 et 50 euros, peu importe. Donc toi, t'as un potentiel de 5 000 € à lui donner. Donc à ce moment-là, il faut vraiment lui faire comprendre que en gros, j'ai 5 000 €. Comment on s'arrange? Voilà, faut pas alors première chose premier conseil, parlez pas de budget tout de suite. Parlez pas de budget tout de suite. Restez un peu évasif par rapport à ça. Mais par contre, mettez bien un point d'honneur pour leur dire que c'est du sûr, que l'événement il se peut qu'il y ait de la récurrence dessus et euh, bien faire comprendre que c'est un événement qui va mettre en valeur son établissement. Ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Lui dire qu'en gros, voilà, je suis pas là juste pour faire un bruit. Je vais faire de l'image, monsieur. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'exceptionnel, surtout pour l'entrepreneuriat. Voilà, ça va parler. Il y a des gros investisseurs qui vont arriver. Voilà, on va aussi faire découvrir votre lieu à des personnes qui sont pas forcément de Paris. Donc, en gros, tu dois être vraiment en mode charmeur, charmeur avec la personne. Secondo, si tu veux faire quelque chose sur Paris, va plutôt vers l'est parisien que l'ouest. L'Ouest est beaucoup plus cher. C'est sûr que les gens, lorsque dans leur image, Paris c'est la Tour Eiffel, c'est les Champs Roland de Garros. Mars, Roland Garros. Et non, il n'y a pas que ça à Paris. Il y a tout l'Est. Il y a aussi des très belles choses et de très beaux lieux. Et donc plutôt aller à l'Est. L'Est, les prix sont 20-30% moins chers en général. Donc plutôt l'Est parisien. Quel autre tips que j'ai? Si tu veux juste faire une soirée, alors il y a un mot à ne pas prononcer, c'est privatiser. Faut pas parler de privatisation, faut parler de grosse réservation. Ok. Là, c'est pas pareil, mais c'est pas pareil. Privatisation, réservation. Donc, tu veux faire un gros apéro, parle de grosse résa, et plutôt que de privatisation. Ça va jouer en fait, ça va jouer dans la tête de la personne en face et il se dira que en gros, alors, voilà, c'est des petits tips comme ça qui peuvent vraiment aider à faire gagner de l'argent sur quel que soit votre événement d'ailleurs. Ok. Et tout Quel ce cas, qui sinon est, je suis là. voilà. Et tout ce qui est par exemple, le traiteur, il y a des gens qui ont je suppose que tu fais aussi des événements dans des salles, euh, par exemple des appartements, des choses comme ça, où il n'y a pas le traiteur, il est extérieur à la salle. C'est pas Ouais. celui qui est à la salle. Est-ce que là-dessus, il y a des tips à avoir sur le traiteur, sur le... Alors là, il y a le pour qui va être même très essentiel parce que bah, si t'as un événement vegan, fais en sorte que t'aies un le traiteur qu'il faut ou je te dis n'importe quoi ou du kasher ou du halal ou Hmm. peu importe qui tu as en face. Donc déjà ton traiteur tu le choisis par rapport à sa spécialité. Ensuite, t'as deux étapes en fait. T'as l'étape, alors t'as des traiteurs qui eux marchent avec des laboratoires, donc t'as quelques gros traiteurs qui ont des laboratoires un peu partout sur Paris, et puis ils peuvent te livrer quelque chose de chaud assez rapidement. T'en as qui sont et t'en as d'autres qui exploitent par contre les cuisines, et donc là t'as un repérage qui se fait, t'as un repérage des lieux qui se fait pour savoir comment ramener la, les amis de gueule. Donc le traiteur, c'est vraiment quelque chose de très important, plutôt lorsque tu veux faire un événement. Bon, tu peux faire du dîner, mais tu peux faire pour les gens qui font du networking, je préfère c'est mieux de privilégier le buffet dînatoire. Tu vois. Mhm. L'idée, c'est que les gens circulent et qu'ils puissent discuter avec tout le monde.
Et puis voilà, donc en gros, des traders, t'en as des bons. Alors si vous en avez besoin, j'en connais pas mal sur Paris. Je connais pas ailleurs malheureusement. Ils sont tous sur Paris, mes Fresta, On a mais compris la spécialisation. C'est ça ouais. Bah oui, c'est un peu comme tout, tu vois, Si quand t'es on bon partout, parlait. t'es bon nulle part. Voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. Exactement. Bah, c'est un peu comme quand on parlait de la chasse, tu vois. Mhm. La chasse, il fallait que je fasse quelque chose que je connais. Ben, tu vois, là, pareil, je fais des événements sur Paris. Donc, là, il y a des gens qui me donnent, qui me sollicitent pour aller un peu partout en France, mais en vrai, ma spécialité, Mhm. c'est Paris, tu vois. Donc, Yes. et, Ok. et voilà, bah après, mais voilà, si, et l'autre conseil que je peux donner, si un budget à mettre, mettez-la dans les photos vidéos. Franchement, Ok. parce que votre événement il passera, mais ce qui perdurera, c'est les photos et les vidéos, hein, à travers les générations ou autres. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que c'est vrai que le prix de la vidéo, les vidéos, un vidéographe coûte quand même ça coûte un certain prix. Mais là, pour le coup, c'est un vrai investissement. Mhm. Donc, tu vois, Et s'il y a souvent, les quelque vidéos, chose elles ont l'air encore mieux que l'événement en tant que tel. Quand le c'est jour, bien parfois, fait, avec la musique et exactement, tout. ton événement, il était claqué au sol, mais au final, tu te retrouves avec des bêtes de vidéos. C'est Yes. sûr. Genre, Ok. c'est, Trop intéressant. non, voilà, donc t'as plein de, après, voilà, je pourrais en Ok. discuter des heures, il y a tellement de choses que tu Ah, arrives à capter. yes. Et peut-être pour la fin du podcast, si tu peux parler, nous on s'est connus sur un événement que tu organisé, de voyage. Comment ça se Ouais. passe? Ouais. Comment Bah, ça c'est se un passe? Tu peu, pars bientôt? ouais, je pars bientôt, je pars vendredi au Brésil, pour un voyage que j'organise annuellement, donc, ça s'appelle le Break Aloha. Donc le Brésil, pourquoi? Parce que c'est un pays que je connais très bien, j'y ai vécu, j'y vais chaque année depuis plus d'une dizaine d'années, donc j'ai une vraie expertise. Donc là, tout se rapproche en fait. Moi, je fais vraiment tout ce que je sais faire. Là. Et donc je connais bien ce chouette pays que tu as classé d'ailleurs. D'ailleurs, faut qu'on en parle, hein, parce que ton classement Ah, des j'étais pays, pas assez longtemps. Ouais. là, t'as respecté personne, hein, parce que mettre l'Allemagne avant. Ouais, j'ai pas mis Ah, l'Allemagne. bon, arrête, t'as mis des... arrête. Franchement, je suis scandalisé, je suis scandalisé. Bon. Et le Mais, gros avantage que t'as, c'est que tu parles portugais. Moi, ça a été vraiment ça, là, le gros point négatif, si on peut dire, du Brésil et de l'Amérique du Sud en général, pour moi, c'est que je parle ni espagnol ni portugais. Et, euh, et mais moi, tu bois j'adore bien pas. des caipirinhas. Et voilà, Mais tu ça, sais boire des oui, caipirinhas, et oui, mais ça, j'en suis j'ai, témoin. Hein. bah, ça, j'ai appris au lycée, alors que le portugais et l'espagnol, non. Les deux, Tu sais les deux. commander une caipirinha, en tout cas. Voilà. Ouais, non, donc Ouais, donc, c'est sûr que c'est, bah, toi, justement, c'est ta grosse force. Tu connais, et en plus, tu parles portugais. Et c'est vrai que ouais. dans plein d'endroits du monde, on parle anglais, mais en Amérique du Sud, on parle pas anglais. Ouais, Donc, bien sûr, bien sûr. Donc, oui, quand tu maîtrises pas trop la langue là-bas, c'est assez chaud. Même en anglais, ils sont pas au top. Même si ça va de mieux en mieux. Donc ouais, non, pourquoi le Brésil? Donc parce que j'y ai vécu une partie, et parce que je voulais offrir aux entrepreneurs et investisseurs un autre produit. Alors c'est marrant parce qu'on voyage énormément. J'ai vu que je vois, il y a énormément de voyages qui se font, donc des masterminds, des séminaires. Et tu voyages dans ce cadre-là, mais t'avais pas vraiment une offre de voyage, genre en fait, bah tu pars en voyage, tu te reposes en fait, tu vois, on charbonne on charbonne quand même toute l'année, hum, voilà, quand même la vie d'entrepreneur, tu vois, c'est pas tous les jours simple. Et en fait, il y a personne qui proposait des vacances pour les entrepreneurs et investisseurs. Et je me suis dit, mais attends, mais tu sais quoi, je vais ouvrir, je vais lancer ça, je vais permettre aux entrepreneurs de se détendre et de se détendre au Brésil parce que je pense que c'est le meilleur pays pour. Bon, tu as vu en tout cas, ils ont le sens, dans le sens de la ils ont fête. la joie de vivre. Ouais, ils ont surtout la joie de vivre. Ils ont Hum, surtout un mindset qui est complètement différent de ce qu'on nous on a en Europe. Ils ont vraiment cette facilité comment dire, à profiter de l'instant présent. Ça, je trouve, ça, c'est quelque chose j'ai toujours été admiratif. Et voilà, donc bah, là, on est parti la dernière fois, 3 semaines. Toi, tu nous avais rejoint C'est pour à ça, Rio. ouais. C'est pour ça, si j'avais fait tout le trajet, Mmh. j'aurais mis, bien entendu, Oui, bien sûr. tout en haut du classement. Bien sûr, bien J'avoue, il y en sûr. a, ils avaient laissé,
ils avaient laissé des plumes. Hein. Le temps que j'arrive, il y en a. Ouais, bah t'arrives en fin de Le voyage, second ouais. souffle et le troisième souffle, il Ouais, était déjà ouais. passé. Hein. Ouais, exactement. Ouais, non, t'en as. Oui, c'était pas tout le temps de tout repos, mais après, voilà, en fait, je voulais vraiment des vacances qui réunissent trois éléments, donc le farniente, voilà, faut en profiter, tu vois, un peu la fiesta et la découverte. Donc en gros, c'était ça un peu mes trois promesses, et c'est les trois promesses que je fais. Donc là, on part avec 12 nouveaux collègues visiter visiter de l'autre côté. En plus, l'autre avantage de partir là maintenant au Brésil, c'est que c'est l'été. Mm. Et donc c'est le carnaval. Et donc ouais, donc là je pense à organiser un autre voyage par la fin de l'année. Ok, 2 voyages. Deux par an, parce que bon, le gros avantage du Brésil, c'est que bon, c'est 17 fois la France, et donc tu peux en fait tu peux faire 20 000 itinéraires Mm. avec différents thèmes. Et donc voilà. Ok, Donc, voilà, donc s'il y a des intéressés, faites-moi signe. ça roule. Et juste le dernier point que je voulais voir avec toi, justement, c'est quand tu te payes pour toutes les prestations et tout, est-ce que c'est transparent ou est-ce que c'est, par exemple, tu dis location de la salle 2000, budget traiteur 3000, budget Moi, Aloha 2000, ou c'est genre, moi, je dis tout. Donc, en fait, nous, et dans tous les événements, toutes les sociétés événementielles marchent de la même manière. hmm, Donc, tu as une partie que paye le client, donc que mon client me paye, et tu es aussi rémunéré par tes prestataires. ok, Bien sûr. Donc, une salle avec qui je vais bosser va me rémunérer de l'avoir apporté. Je suis entre guillemets apporteur l'apporteur d'affaires. d'affaires. Donc voilà. Donc ça part de, en gros, les marges dans l'événementiel sont entre de 20 à 30%. Ça dépend du nombre de personnes, du nombre de temps que dure Hmm, l'événement. Donc, ça peut, pour les tout petits événements, ça peut même monter à 40. Donc, en gros, c'est ça. C'est rarement en dessous de 20, en tout cas. hmm, Et c'est payé en général de moitié à moitié entre le client et les prestataires. Donc ok, voilà, c'est ça un peu le business model. C'est-à-dire que voilà, tu vas avoir, bah, moi si je te fais un devis, donc tu vas avoir tel prix voilà, et tu vas avoir frais à l'OA, mais je suis également rémunéré par le prestataire. Donc ça c'est méga transparent, je le dis, j'ai hmm, pas de honte. De toute façon, j'ai pas de honte à gagner de l'argent et à faire jouer mon bien réseau, sûr. parce que je le fais jouer c'est c'est clairement un métier Hmm, qui est autour du réseautage que je fais. Donc et voilà. ok, bah trop intéressant. Si on veut te contacter pour un événement, Donc sur Instagram, hein, principalement, Eddy-du-bas Aloha, H. Aloh 2A. Et sur LinkedIn aussi, je suis pas mal. Donc c'est Eddy Boisdur, mon nom de famille, Boisdur. Voilà. Ou via Bye Bye Patron. Voilà. Ok. C'est ça qui revient. Et tu t'organises des événements juste de peut-être quelle taille, pour si quelqu'un. Le plus petit que j'ai organisé, c'était 10 personnes, donc ça peut être, Hmm, c'était un repas d'affaires. Le plus gros que j'ai réalisé, c'était 400 personnes. Donc ok. voilà, ça peut être de 10 à 400, je m'attaque vraiment au truc. Écoute, Teddy, merci beaucoup. Je te souhaite un très bon voyage. Ça se trouve, tu seras rentré d'ici à ce que l'épisode soit diffusé. Mais ça m'a fait Parfait. plaisir qu'on ait pu enfin discuter. Et puis, Bon, la prochaine fois, on enregistrera en direct d'un événement. et ouais. En Et en direct plus, d'un événement. j'ai un nouveau micro pour enregistrer en direct. Enfin, 2 micros. Ouais, ouais. On fera Non, ça. ça peut être on va faire de grandes choses. On va faire un crowdfunding, financement, financement Exactement. épisode en direct. Yes. Je te Et souhaite. merci pour tout ce que tu mets en place. Surtout, c'est fort parce que dans la durée, hein, t'es Et ouais. endurant malgré tout, hein, Et ouais. franchement. Et bah ouais. Je Voilà. suis endurant. En KIP un peu moins, mais, voilà, Écoute, ça va. ouais, En il faut bien podcast, choisir, hein. Ça marche. À très ça roule. bientôt. Allez. Ciao. Salut, ciao, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Pour rappel, si vous voulez savoir comment j'ai négocié plus de 20% sur un bien sans travaux, une super bonne affaire à 10% de renta, voilà, ça arrive, on en trouve un petit avec le bon DPE, avec les diagnostics qui vont bien. Vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com. Il y a aussi la formation sur la bourse qui est toujours disponible, bourse de la théorie au gros billet. D'ici là, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos gros billets. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.